Aujourd'hui, nous allons aborder dans la séquence de notre présentation sur l'agriculture et gestion des risques agricoles, anomalie mensuelle de l'état de la végétation. Le contexte, nous cherchons à comprendre comment le paysage végétal réagit aux facteurs environnementaux à long terme, comme par exemple l'oscillation El Niño ou le changement climatique. Donc, il nous faudrait calculer des anomalies standardisées et ces anomalies standardisées sont soustraites à la moyenne à long terme d'une observation d'intérêt et diviser ensuite le résultat par l'écart type à long terme en éliminant ainsi la variabilité saisonnière et en mettant les changements liés aux facteurs à plus long terme. Maintenant, avant qu'on aille directement dans le notebook, j'aurais souhaité apporter quelques petites clarifications qui nous permettront de comprendre ce dont il s'agit dans cet exercice. Donc, anomalie de la végétation. Il nous faudrait d'abord comprendre quels sont les éléments qui sont importants à la végétation. Et ces éléments-là sont la précipitation ou les précipitations, la température, le sol, l'altitude et la structure géographique. Nous devons aussi savoir ou comprendre qu'est-ce que la sécheresse agricole, puisque nous parlons d'agriculture. Donc, la sécheresse agricole est caractérisée par un manque d'humidité suffisante dans les couches superficielles du sol pour permettre la croissance des cultures et du fourrage. Les indicateurs de la sécheresse agricole sont souvent les précipitations, la température et l'humidité du sol pour mesurer l'humidité du sol et le rendement des cultures. Selon les régions, jusqu'à une précipitation de 50 mm et en fonction du type de culture, les précipitations n'ont aucun effet sur la dynamique de la végétation. Cette précipitation minimale est généralement perdue en raison de l'évaporation. L'analyse montre également que pour diverses espèces de végétation, la précipitation optimale peut varier, mais qu'une précipitation excessive diminue la croissance de la végétation. Nous savons aussi que l'eau est l'un des ingrédients les plus importants pour la croissance des plantes. Dans de nombreux écosystèmes, les terres cultivées, la croissance saisonnière des plantes est parfaitement synchronisée avec la saison des pluies. En période de sécheresse, la végétation de ces écosystèmes se développe mal, voire pas du tout. Et donc, une pluie abondante va entraîner une explosion de verdure. Enfin, nous allons considérer, ou il faudrait savoir, que la température du sol est le principal facteur responsable d'une baisse de la biomasse racinaire et du taux de régénération de la végétation. Donc, avec ces éléments de clarification qui nous permettront de comprendre la suite de cet exercice, nous allons voir comment calculer les anomalies NDVI mensuelles standardisées pour une période donnée et on s'appuie sur le produit climatologie NDVI. Nous allons utiliser ce produit de Digital Earth Africa avec une résolution de 30 mètres pour définir l'état de base de la végétation. Les images de télédétection obtenues à partir de Sentinel-2 et de Landsat 8 et 9 vont être utilisées pour calculer le NDVI moyen mensuel pour la période qui nous concerne. L'anomalie standardisée est ensuite calculée selon la formule suivante. Anomalie standardisée est égale à X moins M divisé par S, où X est la moyenne mensuelle du NDVI, M est la moyenne à long terme et S est l'écart type à long terme. Les étapes suivantes seront observées pour le calcul ou la détermination de l'anomalie. D'abord, nous allons définir une zone d'intérêt et une période de temps qui nous intéresse. Ensuite,
nous allons charger les données satellites Sentinel-2 et Landsat après avoir fait le masquage pour enlever les nuages. En troisièmement, nous allons faire un traitement des données satellitaires afin d'obtenir la série temporelle continue et sans nuages pour calculer le NDVI. En 4, nous allons charger le produit climatologique NDVI de Digital Earth Africa, charger le masque de culture de Digital Earth Africa pour la région afin de pouvoir déterminer les zones cultivées. 6, nous allons faire un masquage de la série temporelle NDVI et le jeu de données climatologiques en utilisant le masque culture. 7, nous allons calculer l'anomalie NDVI standardisée. Et enfin, nous allons faire une représentation de l'anomalie NDVI. Mais avant qu'on ne passe à cet exercice, je vais sortir un peu de ce partage pour vous montrer quelque chose qui va nous permettre de comprendre mieux l'exercice. Un instant que j'affiche quelque chose et je vous reviens. Voilà. Donc, le NDVI, on en parle et nous disons que c'est l'indice de végétation par différence normalisée. Nous utilisons les images Sentinel-2 et les images Landsat 8 et 9. Et il faudrait que nous comprenions comment cela se passe. Au niveau de la feuille, à ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la feuille, nous voyons que selon la réflectance dans le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge, au niveau d'une feuille morte, la référence spectrale ou la réflectance ici, elle est faible. Si la feuille subit un stress, nous voyons également que la réflectance est moindre, mais beaucoup plus importante qu'une feuille morte. Mais si la plante est en très bonne santé, nous voyons que la réponse spectrale des feuilles, de la feuille ou des feuilles devient plus importante et un des éléments sur lesquels nous allons nous baser ici est le proche infrarouge ici, que vous constatez a une très forte réflectance si la feuille est en très bonne santé. La réflectance, elle est moyenne si la feuille est stressée et la réflectance est faible si la feuille est stressée. Vous voyez également au niveau du vert comment la plante réagit. Vous avez une réflectance qui est assez importante et nous allons utiliser la formule suivante, c'est-à-dire NDVI est égal à proche infrarouge moins le rouge divisé par proche infrarouge plus le rouge. Et c'est sur cette base-là, en tenant compte des valeurs que nous allons obtenir, selon que la plante elle est saine ou elle est active, ou la plante est malade, stressée ou morte, pour obtenir ces valeurs suivantes. Et ce que nous obtenons selon la valeur du NDVI, si nous nous trouvons, parce que le NDVI se trouve dans un intervalle entre -1 et +1. Et donc, ce qui nous intéresse au niveau de la végétation, c'est entre 0 et +1. Donc, si la réponse ou le résultat du NDVI que nous avons calculé est entre 0 ou moins de 0,1, nous voyons que le NDVI est très faible. Entre 0,2 et 0,5, le NDVI est modéré, c'est-à-dire moyen. Et entre 0,6 à 1, nous avons une très forte réponse, c'est-à-dire que la plante elle est en très bonne santé, donc la valeur est élevée. Ce que nous avons ici, quand nous constatons, selon l'apparence de la plante, que entre -1 et 0, la plante elle est morte, entre 0 et 0,33, la plante est malade, la réponse de la plante elle est modérée, entre 0,33 et 0,66,
et la réponse, elle est acceptable ou la plante est en très bonne santé lorsque la réponse est entre 0,66 et 1, ce qui revient à ce qu'on avait donné à ce niveau-ci, entre 0,6 et 0,9. Donc, en ayant ces éléments d'information, nous pouvons maintenant continuer sur notre présentation pour pouvoir exécuter l'exercice. Donc, dans cet exercice, nous allons démarrer l'exercice et pour démarrer l'exercice, nous allons faire charger les différents paquets Python qui seront utilisés pour effectuer les opérations. Nous allons importer le OS et importer les DataCube, qui est le repositoire des images, les GeoPanda qui nous permettront de faire certaines opérations, le Matplotlib qui nous permettra d'effectuer certaines opérations en tenant compte des dates et les représentations graphiques, le NumPy qui nous permettra de faire les calculs numériques et le X-Ray qui nous permet de faire les représentations matricielles et images. À partir du DataCube, nous allons importer ce qui nous permettra de faire le masquage. Le DataCube utile, nous allons faire la géométrie et cela nous permettra de déterminer le système de référence. Nous allons importer les indices de bande pour pouvoir effectuer les calculs d'indices. Nous allons, à partir de Digital Earth Africa Tools, faire un import pour la gestion de la mémoire au niveau du système. Nous allons faire le data handling, ce qui nous permettra d'importer le load app pour pouvoir afficher les images. Au niveau du plotting, ça nous permettra de faire l'affichage des images. Et au niveau de Digital Earth Africa Tools spatial, nous allons importer le XR Rasterize qui nous permettra de pouvoir faire les représentations des images raster. Comme nous l'avions dit, pour la gestion de la mémoire, nous allons importer le Dask Cluster que nous allons créer ici. Donc, à titre d'information et pour la gestion de la connexion Internet, j'ai exécuté en avance Arosma, oui. On vous avait perdu pour quelques secondes, peut-être pour 30 secondes. Vous pouvez répéter. À quel niveau? Oui. Donc, au niveau du chargement, vous m'entendez maintenant? Oui, en fait, vous disiez que vous aviez déjà exécuté. Oui, j'ai déjà exécuté pour des raisons de connexion. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà fait le notebook. Voilà. Maintenant, on vous entend bien. Oui. Voilà. Donc, les autres, à la fin de la présentation, vont pouvoir effectuer l'exercice. Et s'il y a des difficultés, le forum est ouvert et nous allons voir comment gérer ces difficultés. Puisqu'il y a des éléments de mise à jour qui ont été effectués. Et si ces mises à jour ne sont pas communiquées, ceux qui vont faire les exercices seront confrontés à de petites difficultés. Donc, nous allons gérer ici la mémoire pour l'exécution du programme. On a fait ici le Create Local Dask Cluster qui, lorsqu'on a exécuté, on clique sur la cellule et on appuie sur le Run. Et vous voyez que la cellule 2 est exécutée et au niveau du dashboard, on a indiqué qui est l'utilisateur. Le user, c'est souma@afrigis.org et la capacité de mémoire disponible, c'est 13,11 gigas et j'utilise 2 corps. Après la gestion de la mémoire, nous allons au niveau de DataCube, ce qui nous permettra d'avoir accès aux images afin de pouvoir faire le calcul du NDVI standardisé pour l'anomalie. Et l'application que nous allons utiliser, c'est Vegetation Anomalies. Donc, ici, au niveau de DC, DataCube, entre parenthèses, app égale végétation anomalie. Donc, on a spécifié cela. Je clique sur la cellule et j'exécute sur Run. Donc, cette cellule est exécutée. Donc, je suis au niveau de la cellule 3 et je viens maintenant ici expliquer quels sont les paramètres d'analyse. Donc, les paramètres d'analyse, il nous faut la localisation géographique de la zone d'étude.
Donc, on définit cela par la latitude et la longitude centrale, c'est-à-dire c'est un point, un centroïde qu'on définit. Et à partir de ce centroïde, maintenant, nous allons définir un buffer. Et ce buffer, c'est le nombre de degrés carrés à charger ou à établir et de la longitude centrale. Le time X, c'est la période pour laquelle nous voulons calculer les anomalies. Donc, on détermine le time, la période pour laquelle nous voulons calculer les anomalies. La résolution va dépendre de la taille des cellules, des images satellites et des données que nous allons utiliser. Le NDVI Climatology LS va être chargé et la résolution d'origine est de 30 x 30. Et si nous avons 30 x 30, cela semble facilement avec les images Landsat que nous avons, qui ont également une résolution de 30 x 30. Et nous allons charger cette image pour pouvoir exécuter notre anomalie. Le output CRS définit le système de référence de coordonnées dans lequel nous allons charger les images. Donc, il faudrait que vous définissiez et que vous sachiez parfaitement le référentiel dans lequel vous êtes en train de travailler pour que ces images-là puissent être intégrées dans un système d'information géographique qui vous permettra de poursuivre vos analyses. Le Dask Chunk détermine la de mémoire qui sera disponible pour pouvoir exécuter notre. Et le output DIR est le répertoire qui sera créé pour le stockage des résultats de nos analyses. Nous avons ici le minimum ops, c'est-à-dire le nombre minimum d'observations pour effectuer le masquage afin d'avoir une bonne qualité de la climatologie NDVI. On nous dit, ou il est suggéré que le nombre minimum d'observations claires, c'est-à-dire sans nuages ou sans problème, devrait être de 20 à 30 observations. Donc ça, ce sont des considérations qu'il faudrait avoir à l'esprit avant de commencer le traitement. Donc dans la cellule numéro 4 ici, nous allons définir la zone d'intérêt qui se trouve au niveau de l'état de Plateau au Nigeria, dans la localité avoisinante Bar Tintin. La latitude est de 9,772 406, la longitude 8,947 996. Nous avons défini un buffer en longitude et en latitude de 0,02, ce qui nous permet de déterminer la surface d'intérêt. La période de temps pour calculer les anomalies et les anomalies standardisées a été fixée entre 2017 et 2020. La résolution des pixels a été défini à 30 et le output CRS, c'est-à-dire le référentiel spatial, on utilise ici le EPSG 60933. La taille du chunk qu'on a utilisé est de 1000 x 1000 et nous allons créer un répertoire. Output DIR ici est égal à result. Donc, nos résultats vont être stockés dans ce répertoire. OS make dir, output dir existe, OK, égale vrai. Et le minimum nombre, c'est-à-dire le nombre minimum d'observations que nous avons choisi ici pour exécuter notre travail est de 20. Donc, je clique à ce niveau et j'exécute. Donc, la cellule numéro 4 est exécutée. Je passe à la cellule numéro 5 en combinant maintenant et la longitude centrale avec le buffer pour obtenir la zone d'intérêt. La formule est lat range est égal à lat moins lat buffer et lat plus lat buffer. Long range est égal à longitude moins longitude buffer, longitude plus longitude buffer. Si vous m'entendez, je suis interrompu également, vous me faites signe. Donc, j'exécute à ce niveau-ci et je run la cellule, j'exécute la cellule et la cellule 5 est effectuée. Une fois que la cellule 5 est effectuée, donc ma zone d'étude est affichée. Je vais diminuer un petit peu pour que l'on ait une vue d'ensemble de la zone d'étude. Donc, vous voyez que ceci est ma zone d'étude. Et cette zone d'étude, nous avons différents types de cultures et au voisinage de cette zone d'étude également, nous avons une retenue d'eau ici
qui va avoir un effet ou va générer un petit microclimat dans la zone d'étude. Si j'agrandis un tout petit peu, nous allons pouvoir voir certains éléments de détail au niveau de la zone d'étude. Et en fonction de la réponse spectrale, nous pouvons voir par interprétation d'image les zones où nous avons des activités agricoles qui vont apparaître en couleur verte. Et selon la géométrie, nous pouvons déterminer les zones où nous avons les champs. Donc, vous voyez qu'à ce niveau ici, selon la géométrie de l'image, nous avons des zones de culture. Vous voyez ici, selon la géométrie, les zones de culture, les zones actuellement cultivées et les zones qui ne sont pas cultivées. Vous avez également les éléments d'accès ou les cours d'eau qui sont dans la zone d'étude. Nous allons charger maintenant les images satellites dépourvues de nuages. Et pour ce faire, nous allons créer ici, pour calculer les DVI, donc nous allons charger les images et nous allons créer le dictionnaire de requêtes pour pouvoir retrouver nos images. Nous allons faire le query est égal à Y pour déterminer le lat range, X pour déterminer le long range, time pour déterminer la période de temps qui nous concerne, le output CRS pour déterminer le système de référence, la résolution ici et le DASP, c'est-à-dire la capacité de mémoire à utiliser. Donc, je clique sur cette cellule et c'est exécuté. Nous allons charger maintenant les données satellites. Donc, ça, ce sont les spécifications que le serveur ou le système au niveau du nuage devrait considérer pour pouvoir nous faire le calcul et l'affichage de nos images, le traitement de nos images. Donc, nous allons charger les données Landsat 9 en faisant DSLS est égal à load ARD, DC est égal à DC, c'est-à-dire le data cube. Le produit que nous allons utiliser, c'est le Landsat 8 SR et le Landsat 9 SR. Nous allons les grouper par jour solaire. Nous allons considérer les longueurs d'onde du rouge et du proche infrarouge, c'est-à-dire le RED et le NIR. Nous allons effectuer un rééchantillonnage en tenant compte de la qualité du pixel et les fonctions qui seront utilisées ici, les algorithmes, ce seront le NIRS et l'average, c'est-à-dire le plus proche et la moyenne. Nous allons effectuer également un masque de filtrage, un filtrage pour faire un masquage en faisant le opening, c'est-à-dire l'ouverture, et la dilation, c'est-à-dire la dilatation, afin d'améliorer le masquage des nuages. Ça, c'est ce qui ferme le query. Nous passons à l'autre élément qui porte sur le chargement des données Sentinel-2. Et en prenant les données Sentinel-2, nous savons que la résolution de Landsat n'est pas la même que la résolution de Sentinel-2. Et donc, c'est ce qui explique le rééchantillonnage qui est effectué. Donc, la même procédure sera effectuée en faisant DSS2, load ARD, data cube est égal à data cube. Le produit ici maintenant, c'est le S2L2A. Nous allons utiliser les mêmes longueurs d'onde, c'est-à-dire le rouge et le proche infrarouge, que Sentinel-2 et Landsat 8 et 9 partagent en commun. Nous les groupons également par jour solaire. Nous allons faire le rééchantillonnage ici, comme je l'ai indiqué, parce que Sentinel-2 a une résolution différente de Landsat 8 et 9. Donc, il faudrait que, pour que l'on puisse faire les calculs, que les images puissent se superposer et avoir les mêmes niveaux de résolution. Donc, le masquage également, le filtrage va utiliser le opening, c'est-à-dire l'ouverture et la dilatation, et nous exécutons notre query. Donc, j'exécute et nous passons à l'autre étape. L'autre étape consiste à créer un masque de culture en utilisant la carte de l'étendue des terres cultivées de Digital Africa. Donc, ce produit existe déjà et ce masque de culture ou la carte de l'étendue des terres cultivées est divisée en zones, c'est-à-dire la partie nord, ouest, est et sud de l'Afrique. Et donc, il faudrait choisir la période ou la zone qui vous intéresse pour pouvoir effectuer votre travail. Ici, en faisant le CM DC load, le produit que nous avons utilisé en ne tenant pas compte de la localisation géographique de notre zone d'étude, nous avons juste utilisé ici le crop mask.
Et donc, pour le crop mask, nous avons utilisé la période de temps considérée, c'est 2019. Nous allons faire un filtrage et nous allons également faire un rééchantillonnage en utilisant l'algorithme le plus proche, like DSD-LS GeoBox, et nous utilisons également le chunk pour pouvoir gérer la mémoire. En générant le masque de culture, nous allons convertir les valeurs manquantes et les cellules qui n'ont pas de valeur de culture en NaN. Donc, c'est ce que nous avons ici, parce qu'au niveau des pixels, nous allons avoir des valeurs égales à 255 ou égales à 0, et donc nous allons les convertir en NaN. Et en ce moment-là, maintenant, nous allons générer le crop band extent, c'est-à-dire l'étendue des zones dans notre zone d'étude. Donc, ici, nous avons la représentation de l'étendue de culture dans notre zone d'étude. Je vais réduire un tout petit peu pour que l'on ait l'étendue. Donc, en regardant sur l'image ici, tout ce qui apparaît en vert correspond aux zones de culture. Ce qui apparaît en blanc sont les zones où nous n'avons pas d'activité agricole. Pour pouvoir maintenant faire le calcul du NDVI, ou la différence normalisée de végétation, nous allons nous allons faire un pré-traitement des données satellites. Et pour le pré-traitement de ces images satellites, nous allons renommer la bande NIR2 de Sentinel-2 en NIR afin que la fonction de calculate indice comprenne que le NIR2 et le NIR de Landsat sont les mêmes bandes spectrales pour que la fonction de calcul puisse les accepter. Puisqu'on avait dit au départ que le NDVI est calculé de la façon suivante, proche infrarouge moins rouge divisé par proche infrarouge plus rouge. Donc, on n'avait pas de NIR indice 2, mais on avait seulement le NIR. Donc, pour enlever cet équivoque, nous allons renommer le NIR de Sentinel-2 en NIR. Nous allons calculer le NDVI sur les données Landsat et les données Sentinel-2 pour faire une concaténation des deux séries temporelles. Ensuite, nous allons effectuer ou avoir une série temporelle continue de NDVI qui prend compte aussi bien Sentinel que Landsat, et nous pouvons maintenant faire un nettoyage de la série temporelle en supprimant les données qui sont en dehors de la plage 0,1. Puisqu'on avait dit que ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se trouve dans l'intervalle 0 plus 1. Et nous allons minimiser l'impact du bruit ou des nuages en exécutant un filtre temporel sur notre zone d'étude. Le calcul du NDVI moyen pour chaque mois de la période de l'anomalie sera effectué et nous allons maintenant produire un masque de l'ensemble des données NDVI en utilisant le masque de culture. Donc, pour ce faire, la première étape ici, c'est renommer afin que le système puisse faire le calcul en tenant compte de Sentinel-2 et de Sentinel. Donc, DSS2, S2 ici, c'est Sentinel-2. Nous allons faire le rename, c'est-à-dire nous allons renommer la bande spectrale NIR2 en NIR. Nous allons faire le calcul du NDVI S2 de Sentinel, calculer indices DSS2 NDVI en prenant compte ici maintenant Satellite Mission. Donc, c'est là où une mise à jour a été effectuée au niveau de la syntaxe. Satellite Mission, S2, et on aura drop through. On refait la même chose pour Landsat, NDVI LS, Calculate Indices, DSLS, NDVI, Satellite Mission, c'est-à-dire le capteur qu'il faudrait utiliser ou le système qu'il faudrait considérer, Satellite Mission LS, et drop through. Nous allons faire maintenant une concaténation, c'est-à-dire une combinaison des deux, DS NDVI, XR concaténate, c'est-à-dire la fonction concaténation, NDVI LS, c'est-à-dire on prend les données de NDVI LS et les données de NDVI selon la période de temps et nous allons les ranger par période de temps. Sort by.
allons supprimer maintenant les valeurs ou les résultats du NDVI qui ne sont pas dans l'intervalle 0 et 1. Je vous avais dit avant que le NDVI vous donne compris entre moins 1 et plus 1. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'intervalle 0 et 1. DS-NDVI est égal à DS-NDVI, where où DS-NDVI est supérieur, greater than 0. Et DS-NDVI est inférieur à ou égal à 1. Donc, nous sommes dans l'intervalle 0, greater or equal to 0, et DS-NDVI less or equal to 1, entre 0 et 1. Nous allons faire un lissage pour éliminer les bouts. Donc, DS-NDVI est égal à DS-NDVI. Nous allons faire un rolling en utilisant un time 3 fois. La période minimale est égale à 1 et nous obtenons ici la moyenne, mean. Pour obtenir le NDVI moyen pour chaque mois maintenant, selon la période de calcul de l'anomalie, on fait DS-NDVI est égal à DS-NDVI. On fait un rééchantillonnage en utilisant le time, c'est-à-dire la période 1 mois, 1M, la moyenne. On fait un masque des jeux de NDVI mensuel en utilisant le masque de culture où nous allons faire le DS-NDVI est égal à DS-NDVI where CM, où nous avons le masque de culture. Et quand j'exécute cette fonction, j'ai les résultats ici en dropping band red near infrared et dropping band red near infrared en tenant compte des spécifications qui ont été indiquées auparavant. Maintenant, je calcule le DS-NDVI en tenant compte de la période. J'exécute. Il me donne ici le temps de calcul effectué pour faire le calcul du NDVI en tenant compte de la formule proche infrarouge moins rouge sur proche infrarouge plus rouge, aussi bien pour Sentinel que pour Landsat. Pour obtenir maintenant le NDVI pour chaque mois de la période d'anomalie, la moyenne sur la zone d'intérêt et obtenir la moyenne spatiale pour chaque pas de temps dans l'ensemble de données DS-NDVI, nous faisons ici la moyenne average NDVI est égale à DS-NDVI mean en tenant compte de l'intervalle, la période X et Y de la zone d'étude. Nous allons faire maintenant une conversion de la moyenne de NDVI d'un ensemble de données en data frame. Donc, le average NDVI data frame est égal à average NDVI tout data frame, que ça soit converti en data frame, en utilisant la référence spatiale et nous avons cette formule qui sera calculée. Donc, nous exécutons et le résultat que nous obtenons maintenant ici, NDVI, nous donne la période selon l'intervalle de temps que nous avons défini. Ici, nous avons la période de 2017 à partir du 31 janvier 2017. Nous avons la valeur de NDVI qui est égale à 0,184 135 et au mois de mai, 31 mai 2017, la valeur de NDVI est égale à 0,315 753. Donc, en tenant compte de ces premiers résultats-là pour l'année 2017 et pour les 5 premiers mois, nous voyons que ce NDVI a varié de 0,184 135 à 315 753. Donc, ce qui veut dire que le comportement biologique et végétatif de la plante est en croissance normale. Nous allons faire une représentation du NDVI selon la période considérée et nous définissons ici les paramètres de représentation, subplot, figure size 21,6, l'axe de représentation, le NDVI en moyenne, index et le NDVI average, NDVI et l'intitulé est NDVI. Nous définissons ici le titre, NDVI, la moyenne du NDVI mensuel que nous allons avoir comme résultat et nous exécutons cette cellule en appuyant sur Run qui va nous donner ce diagramme. Ce diagramme-là maintenant couvre la période de 2017 au mois de janvier jusqu'au mois de janvier 2021. Donc, sur ce diagramme-là, nous voyons les différents cycles du NDVI dans la zone d'étude
selon le comportement végétatif. Et pour 2017, nous voyons que la courbe a un profil suffisamment régulier où nous avons quelques petites perturbations ici, mais cette perturbation vers le mois de juillet-août n'est pas aussi importante qu'en 2018 ici, où nous avons ici à ce niveau-là une première perturbation et vers le mois de septembre aussi, octobre, une autre perturbation ici. Avant de venir, puisque la croissance végétative se fait, ça c'est la période sèche, et à partir du mois d'avril-mai, la période de croissance végétale s'annonce avec les débuts de précipitations et le maximum est atteint vers le mois de septembre avant de voir une décroissance à partir d'octobre vers décembre. Donc, c'est dans cette période-là que nous avons la période critique de la plante. Et s'il y a une perturbation, comme nous avons constaté ici, soit nous sommes entrés la période sèche ou bien la petite saison sèche, puisque dans notre zone d'étude, nous avons 2 périodes de précipitation et 2 périodes de saison sèche. Donc, nous avons la longue période de précipitation et la courte période de précipitation. Nous avons également la petite saison sèche qui se déroule vers le mois d'août. Donc, c'est à ce niveau-ci. Mais vers le mois de septembre, ici, nous avons aussi une petite perturbation pluviométrique. Donc, ce qui a entraîné un désordre au niveau du NDVI qui s'est fait sentir à ce niveau-ci. Au moins en 2019, la perturbation s'est effectuée vers le mois d'août-septembre et en 2020, nous voyons également que la perturbation s'est effectuée un peu plus tard vers le mois d'août-septembre. Donc, ce qui fait que de façon globale, dans notre zone d'étude, le NDVI a un comportement suffisamment normal et nous sommes toujours au-delà de 0,20 jusqu'à 0,55. Donc, nous sommes dans la période où la végétation n'est pas tellement stressée. Donc, nous allons enfin maintenant charger les données climatologiques de Digital Earth Africa. Donc, en raison de la disponibilité des données Landsat 5 sur l'Afrique orientale et dans la couverture nuageuse persistante de ces régions, la qualité de la ligne de base NDVI à long terme est médiocre dans certaines parties de l'Afrique. Donc, nous avons recommandé, ou il est recommandé de ne pas utiliser ou se fier aux produits climatologiques NDVI dans les endroits où les nombres d'observations claires sont inférieurs à 20 ou 30 observations. En dessous de ce seuil, les couches d'écart standards sont sujettes à des artefacts de données dus à des opérations de lissage temporel peu performantes sur des ensembles de données éparses et des pixels nuageux résiduels dans la moyenne n'est pas suffisamment calculée. Donc, il y a des insuffisances pour l'utilisation de ces données, surtout dans la zone équatoriale ou dans les zones où nous avons une très haute couverture nuageuse. Donc, le chargement du produit NDVI climatologie de Digital Earth Africa est effectué. Le produit NDVI, selon la fonction DS NDVI Clim, est égal à DC Load Product, le produit NDVI climatologie, LS, en utilisant like DSLG Geobox et on utilise ici la gestion de mémoire et on compresse. On exécute la fonction, on passe à la cellule 17. Nous allons définir la formule, la fonction qui va nous permettre d'obtenir les données NDVI, climatologie, pour un mois spécifique. Donc, la définition ici, c'est d'obtenir get NDVI climatologie selon le nombre de mois, le DS climatologie NDVI, et par rapport au nombre d'observations minimum. Nous allons convertir les numéros de mois en chaîne de caractères. Donc, le numéro de mois ici, month number list, varie de 1 à 12. Cela va être converti en month string list, c'est-à-dire janvier, février, mars jusqu'au mois de décembre. Donc, 1 va correspondre à janvier et 12 va correspondre au mois de décembre. C'est cette conversion qui a été effectuée et au niveau du mois maintenant, nous faisons zip month number list et month string list. Donc, passage des nombres au mois.
Nous obtenons le mois. Month est égal à month number. On fait une sélection du NDVI climatology pour le mois. NDVI clim est égal à DS NDVI clim, means month, en utilisant la déviation standard et la fonction compte pour le mois. On fait un masquage pour l'assurance qualité. On supprime les pixels dont le nombre d'observations est inférieur au nombre minimum d'observations. NDVI clim est égal à NDVI clim where nombre d'observations en utilisant le masque. On fait un masque d'ensemble des données. NDVI clim est égal à NDVI clim where crop mask, CM. On ajoute une dimension de l'ensemble en montrant le numéro de mois. NDVI clim est égal à NDVI clim expand dims en utilisant le mois ici. Et on renomme les variables. NDVI clim est égal à NDVI clim rename variable, mean mensuel, mois en mettant mean, standard deviation en mettant le standard deviation ici et count en mettant count selon les mois. On clique au niveau de la cellule et on exécute la fonction et on passe à la cellule 18. Donc, au niveau de la cellule 18, nous obtenons les données de NDVI pour chaque mois d'une année comme un ensemble de données. Donc, month list 1 jusqu'à 12 et on obtient ici get NDVI climatology or month number in month list. Et nous exécutons cette fonction pour avoir notre résultat ici. En déterminant la période ici, time, NDVI climatology mean, nous calculons ici maintenant la moyenne de NDVI climatology selon notre zone d'étude. NDVI climatology mean to dataset NDVI, name NDVI, calculé, compute. On refait la même chose, NDVI climatology, déviation standard, c'est-à-dire l'écart type, NDVI climatology, ST deviation, standard deviation, to dataset, name NDVI, calculé, compute. Lorsque nous faisons l'exécution, on nous donne ici la durée d'exécution, ce qui n'est pas en tenant compte du calcul effectué dans le cloud, c'est extrêmement rapide pour pouvoir avoir son résultat en tenant compte de la période considérée et le nombre d'échantillons considérés. Nous passons maintenant au calcul des anomalies standardisées. Nous pouvons maintenant faire le calcul en soustrayant la moyenne à long terme et en la divisant avec l'écart type à long terme. Donc, l'application, c'est selon la formule standard anomaly, standardized anomaly, apply U function, lambda x, m et s, en sachant que x moins m divisé par s. C'est ça la formule. Et nous définissons le DS NDVI group by période mensuelle, NDVI climatology mean, c'est-à-dire la moyenne, NDVI climatology standard deviation, STD, et le résultat output D-type est égal à DS NDVI selon le NDVI D-type. Et le DASC est utilisé, on exécute. Donc, la série numéro 20 est exécutée. Pour la représentation NDVI climatologie, la moyenne mensuelle et l'anomalie standardisée pour un mois spécifique, nous voulons faire une représentation. Nous définissons donc les paramètres de représentation. Ici, plot RC parameters, axe face color. Ici, nous avons défini que c'est en gris. Et nous spécifions, nous faisons les spécifications de la figure 2/2 et la dimension de la figure est de 18 fois 15. Le NDVI climatologie, la moyenne est définie. Le CMAP ici est défini pour déterminer le type de couleur qu'il faudrait utiliser. Le RD yellow, LG, RD rouge, yellow et green. Nous passons également pour la déviation standard en utilisant la coloration CMAP magma. Et nous définissons le titre de la représentation, le NDVI pour la déviation standard au mois de janvier, le NDVI pour le mois de janvier 2017 la moyenne et l'anomalie standardisée du NDVI pour le mois de janvier 2017. Donc, lorsque nous exécutons cette cellule, nous obtenons ces résultats suivants tels que nous les avons définis au niveau de notre script.
Le premier résultat que nous avons obtenu ici, c'est le NDVI du mois de janvier, la moyenne climatologique. Et en tenant compte maintenant de la légende, de la symbologie, vous voyez qu'au mois de janvier, le NDVI est 0 et n'est pas égal ou supérieur à 0,30. Donc, ce que nous avons ici indique que nous sommes dans la période sèche et l'activité végétale est inexistante puisque c'est la période sèche. Donc, il n'y a pas de NDVI. Et vous vous rappelez également les résultats qu'on vous avait donnés, que l'indice de végétation est faible. Au mois de janvier, ici, nous avons la déviation standard, c'est-à-dire l'écart type, et cet écart type également est très faible. On tend vers les valeurs minimales liées à la période sèche. Le NDVI, la moyenne également, indique des valeurs inférieures, donc une activité végétale faible. Et enfin, ici, nous avons l'anomalie standardisée qui montre que l'activité végétative, elle est faible. Nous sommes en dessous de 0, donc vers les valeurs négatives. Donc, pas d'activité agricole ou végétale. Et dans une certaine mesure, là où nous avons ici, par exemple, et c'est là où c'est intéressant, vous constatez qu'au début, j'avais dit que dans ce secteur-ci, nous avons Pardon, seulement, on vous a perdu un peu. Allô, Sma? Ok, on va se patienter. On attend que Sma revienne. En fait, il y a quelque chose d'Internet. Merci beaucoup. Oh, je suis désolé. Voici que Sma a disparu pour le moment. Et la session était de nous montrer qu'à travers la Sandbox d'Histoire Africa, on peut essayer d'identifier ou de quantifier les anomalies de végétation. OK. Sma, oui, oui. Oui, je suis de retour. OK, merci. Donc, j'étais au niveau de la partie de la retenue d'eau et j'expliquais maintenant les résultats que nous avions par rapport… Par doucement. Ou bien vous m'avez perdu. Je n'ai pas partagé. Non. Oui, vous regardez votre écran et on a encore 5 minutes pour la présentation. Voilà, j'ai fini. Donc ici, merci beaucoup. Là où vous avez les colorations vertes ici, au niveau de l'anomalie standardisée, c'est la proximité de la retenue d'eau qui indique que vous avez une végétation aquatique par rapport au littoral ici et aussi au niveau de la zone intérieure. Donc, nous allons faire une représentation standardisée de l'anomalie également selon le mois. Et nous avons ici le résultat pour la période du mois de juillet. Et vous voyez également que les valeurs ici sont négatives. Alors que vers le mois de mai, quand la précipitation s'est suffisamment installée, la valeur de l'anomalie NDVI standardisée est au-dessus de 0. Donc, on est à 0,214, ce qui indique une reprise de l'activité végétale. Nous allons faire une représentation de ces anomalies selon les périodes sèches et les périodes humides que nous allons avoir ici entre 2017 et 2020. Nous constatons donc durant la période de janvier jusqu'au mois de mars-avril, nous sommes dans la période sèche, mais avril vers le mois de mai, nous sommes en période de précipitation. Ça, c'est la période de la petite saison sèche et la reprise se fait et on passe à l'année 2018. Donc, vous voyez que
la période humide n'est pas suffisamment très importante, mais à cette période-ci, en 2018, elle est suffisamment forte. La période sèche, elle est là. Nous avons ici également une période humide où l'activité végétale est suffisamment développée. Mais vous voyez qu'en 2018, l'anomalie, l'indice de végétation standardisé, elle est beaucoup plus importante en 2018 et en 2020 comparé à 2019 et 2020. Enfin, nous voulons sauvegarder nos résultats en CSV, c'est-à-dire les avoir sous forme de tableau. Donc, nous allons appliquer le NDVI anomaly, average NDVI. On fait le merge, c'est-à-dire la fusion, et on lui donne le nom de NDVI anomaly. Et nous avons ici l'anomalie NDVI standardisée qui nous donne nos résultats ici. Et si je clique sur ce niveau-là, NDVI anomaly, tout CSV, c'est-à-dire je vais sauvegarder sous forme de CSV, de tableau. Le titre sera anomalie, NDVI anomaly. Ils exécutent et c'est sauvegardé dans résultat NDVI anomaly. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur les anomalies de végétation. La prochaine présentation va porter sur l'humidité du sol, la version anglaise, pour la semaine prochaine. Merci de votre attention. Vos questions sont attendues ou vos observations. Merci.